Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouveau podcast de Culture Soccer. Aujourd'hui, à l'animation, moi-même, Anthony Devarenne. Et aujourd'hui, ça risque d'être un podcast très intéressant. On va vous parler des sanctions de Miami, de la course pour le MVP, car on est déjà bien avancé dans la saison. On a pratiquement le quart de la saison de fait. Et finalement, on va vous parler de 3 matchs qui ont eu lieu en MLS cette semaine. Et pour ce faire, je suis rejoint par Richard Luamba. Ça va bien, Richard? Oui, ça va très bien, merci Anthony. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Ben oui, c'est une première pour toi au podcast. Oui, en effet. Si tu le veux bien, est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs? Oui, merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Richard Loemba, je suis étudiant en communication à l'UQAM. Également, pour ceux qui suivent à peu près la MLS, je fais des podcasts avec Jean-François Morancy, en fait, pour le podcast BBN, surtout avec le MLS Franco. Donc, je fais des analyses avec eux. Donc, voilà, c'est ça, tout simplement. Parfait. Et nous deux, on se connaît très bien dû à notre implication dans le CS Montréal 67. Donc, moi, je suis peut-être plus derrière le banc dans l'administration du club et toi, tu es sur le terrain. Ouais, exactement. Moi, je joue parce que je me suis dit que le projet était intéressant. Surtout le fait que c'est des jeunes, ben, le groupe est assez jeune, mais également, il y a beaucoup de jeunes, des adultes qui sont dans ce groupe-là, mais j'ai surtout été attiré par ton projet. Donc, c'est pour ça que je suis venu vers toi. Mais également, aussi, je ne veux pas dévoiler quelques scoops, mais il y a des petits projets par-ci par-là qui va découler à la longue durant la saison, mais ça, on en dira un peu plus durant la saison. Exactement, exactement. Ça risque d'être très intéressant, mais revenons à la MLS. Mhm. Justement, j'en parlais au début. L'Inter Miami, on se rappelle, il y avait eu une enquête qui avait été lancée après la saison 2020, due au contrat de Matuidi, qui, on se rappelle, n'était pas venu en tant que joueur désigné, mais bien en tant que joueur avec du TAM, on pourrait dire. Et la Ligue s'est rendu compte qu'au final, Matuidi aurait dû avoir un contrat de joueur désigné. Et donc, la Ligue a décidé d'enquêter là-dessus. Toi, quand tu avais appris ça, l'enquête, est-ce que tu t'étais dit, ah, l'Inter Miami est dans le pétrin ou est-ce que tu t'en attendais un peu? Au début, quand j'ai vu que l'affaire Blaise Matuidi est ressortie, je me suis dit que ça ressemblait un peu au LA Galaxy avec David Beckham quand il est entré en MLS. Je me suis dit que ça va peut-être être le même scénario, mais en même temps, je me suis dit que Matuidi, vu qu'avec son pédigré, vu qu'il jouait au Paris Saint-Germain, à la Juve, qui a été également champion du monde avec l'équipe de France, je me suis dit que ça devrait être un joueur désigné. Mais quand j'ai vu que c'était juste un joueur qui était signé en tant que joueur TAM, ça me semblait un petit peu louche parce que c'est pas normal qu'un joueur avec autant de pédigré, avec également beaucoup d'expérience, arrive à avoir un contrat aussi minime. Donc, c'est un petit peu louche, mais juste pour faire un peu plus de perspective là-dessus, je trouvais que l'Inter Miami, déjà à la base, c'était pas un club qui semblait plus du style MLS. C'est plus un style, on va dire, à la européenne, dans le sens qu'ils vont attirer des gros noms. Mais en termes général, pour revenir au sujet, je trouve que j'ai été un petit peu surpris, oui, mais en même temps, c'est mérité parce que je pense qu'il faut une part d'égalité à travers la Ligue et la Ligue fait bien en sanctionnant cette équipe-là. Oui, exact. Et d'ailleurs, après l'enquête, on a appris que également Reyes, qui est désormais un des défenseurs centraux pour les Red Bulls de New York, lui aussi aurait dû être un joueur désigné. Et Mhm. il y avait 3 joueurs que leur salaire n'avait pas été conformément dévoilé, entre autres González Pires, euh, euh, Nico Figal. Yeah, exactement, et Rodian Carranza. Donc, ça fait quand même beaucoup, 5 joueurs dans un effectif. Exact. Et moi, la question que je me pose, Richard, c'est comment ils ont fait pour être pas pitoyable, mais avoir si peu de bons résultats en ayant 5 joueurs avec des salaires plus bas que la normale. Mais je pense que, encore là, il faut que tu regardes dans la perspective des choses. C'est sûr que Miami sont arrivés là avec beaucoup d'attentes parce qu'on s'est dit qu'on voulait frapper très fort durant le mercato, même durant la Ligue. Donc, je pense que déjà là, le fait de ne pas avoir de projet vraiment concret, ça peut brimer un peu la progression. Donc, tu payes tes joueurs un petit peu plus élevés. Donc, forcément, ça amène un petit peu à de la pression, ce qui fait aussi que les joueurs sous-performent.
Donc, ce genre de choses-là, ça ne m'étonne pas vraiment d'eux. Mais encore là, je pense que avec tout le changement qu'ils ont fait durant l'entre-saison en amenant comment il s'appelle, Chris Henderson, l'ancien directeur technique de Seattle, justement, Ouais. ça a amené un peu plus d'ordre dans le bordel, si on veut, en parenthèse. Mais je crois que ce, ce, ce genre de choses-là n'aurait pas dû se produire parce que c'est sûr que ça crée comme une sorte d'inégalité, en fait, avec les équipes en MLS. Et je crois que le fait qu'on les sanctionne, ça montre à quel point la Ligue impose un peu ses lois, si on veut. Ouais, c'est ça. Et surtout que c'est une ligue qui mise beaucoup sur justement ces règlements, qui rend les choses assez compliquées, on pourrait dire, mais tous les clubs sont impliqués dans cette complication, on pourrait dire. Mhm. Et donc, ça donnait à l'Inter Miami un réel avantage. Et c'est pour ça que les sanctions, selon moi, ont quand même été sévères, mais justes. Je peux les dire vite fait. Il y a eu une amende de 2 millions de dollars américains donnée à l'Inter Miami. Il y a une réduction de 2,2 millions de dollars sur l'argent d'allocation, donc soit le TAM ou le GAM pour les saisons 2002 et 2003 combinées. Par après, Georges Masse, qui est dans l'administration du club, s'est fait donner une amende de 250 000 dollars et l'ancien directeur sportif, Paul McDonough, qui était également directeur sportif, si je ne me trompe pas, d'Atlanta cette saison, lui, c'est une suspension jusqu'en 2022 et a été renvoyé de la même façon par Atlanta ce samedi dernier. Donc, c'est quand même. Qu'est-ce que tu as pensé des sanctions, Richard? Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt mérité parce que c'est sûr que en étant un club autant, ben, on va dire prestigieux en parenthèse, je pense que c'est mérité parce qu'il faut que chaque équipe soit un peu plus égale. Et je crois que en montrant ce genre de sanctions avec les salaires qui sont, avec les montants qui ont été dévoilés au public, je pense que ça montre ça indique comme quoi la Ligue prend vraiment les règles au sérieux. Justement, Don Garber avait mentionné que l'intégrité de nos règles était vraiment comme fondamentale, puis c'était un principe justement pour que chaque équipe y adhère. Donc déjà là, le fait que le commissaire envoie ce genre de communiqué aux équipes, je pense que ça envoie un message fort et clair comme quoi si on veut dépasser les règles ou être au-dessus, je pense que la Ligue va vraiment comme va mettre plus de l'accent sur le respect des règles en général. Donc je pense que c'est une bonne chose en voyant les sanctions qui ont été faites. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. Et je me rappelle en 2018, il y avait encore le Fair Play Award OK, pour l'esprit sportif. Je pense que l'Inter Miami, là, si le prix serait encore d'actualité, il serait disqualifié assurément. Ah, c'est sûr. Mais non, c'est très. Moi, Moi, je trouve que ça. c'est mérité, là. Ouais, c'est ça, très mérité. Et honnêtement, c'est ça, comme je disais un peu plus tôt, dans une ligue où est-ce que les règles sont si importantes, les directeurs sportifs doivent vraiment se faire des casse-têtes dans leur tête pour arriver avec une équipe compétitive, mais qui respecte les règles. Je trouve que c'était injuste de faire ça pour l'Inter Miami. Mais en plus, ça manque de respect pour ses compétiteurs également. Vraiment, là, mettons, on pense à un Olivier Renard qui se casse la tête. Mhm. On a l'impression à chaque jour avec une équipe compétitive. Et après ça, tu as l'Inter Miami qui a 5 joueurs avec des salaires trop élevés. Moi, je trouve que ça manque beaucoup de respect envers leurs compétiteurs. Totalement. Puis on en parle justement aussi avec Olivier Renard. C'est sûr que si tu regardes les deux budgets au niveau des transferts mercato, c'est sûr que c'est pas pareil du tout. C'est sûr que Montréal, c'est un petit marché comparé à Miami, que Miami, c'est une place où les grandes vedettes vont forcément arriver parce qu'il fait beau, il fait chaud. Mais pour revenir aussi, je pense que c'est totalement mérité parce que, comme on l'a mentionné durant le podcast, c'est important que les équipes soient un peu plus égalitaires, si on veut. Puis je crois que c'est important que la Ligue impose ses lois parce que c'est sûr qu'on ne veut pas que ça se reproduise à nouveau parce que c'est sûr qu'il va y avoir des gens ou peut-être un groupe qui vont essayer de peut-être contourner les règles, mais c'est pas ce qu'on veut. Je pense que la Ligue en soi veut qu'il y ait une sorte d'égalité et je crois que c'est la bonne chose à faire en imposant ces lois. Oui, exactement. Donc c'est ça. L'Inter Miami va avoir quand même beaucoup d'amendes, beaucoup de restrictions pour les prochaines saisons.
va surtout être surveillé de très près, je crois. Et Mhm. ils ont là ben, dans le fond, jusqu'au début juin pour vraiment donner un plan clair à la MLS. C'est sûr qu'eux ont dû être avisés des sanctions avant nous, mais ils doivent vraiment faire un plan clair à la MLS là, sous peu pour dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec justement ces nouvelles sanctions. Mais ça va être intéressant à surveiller la suite de ça pour l'Inter Miami. Est-ce qu'ils vont être est-ce qu'ils vont être méprisés par le reste de la Ligue? J'ai très hâte de voir aussi, tu sais, parfois on voit des beaux mimes avec la MLS. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les créateurs vont faire avec ces nouvelles sanctions. Les gens sont vraiment créatifs, mais moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses pour Miami parce que c'est sûr que sur le terrain, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un petit peu discuté à gérer le cas de Rodolfo Pizarro, à Ouais. savoir sa position naturelle, c'est laquelle. Mais je crois également que du côté du staff technique ou même de la direction, ça va être important d'avoir une ligne directrice et de montrer un nouveau plan parce que c'est sûr qu'avec les sanctions qui sont arrivées du côté de Miami, les regards des autres équipes envers ce club, ça va être un peu plus différent parce que on va dire, c'est un club de tricheurs, entre parenthèses. Donc, Ouais. je pense que déjà là, le fait de changer cette facette-là va faire en sorte que les clubs autres que Miami vont avoir un peu plus de respect pour eux. Mais là, je crois que le respect est un petit peu parti. Mais écoutez, Il va on verra falloir par aller la le suite des gagner. choses, là. C'est ça. Je pense que c'est sur le terrain que ça va se passer parce que au niveau du respect, sur le terrain, c'est peut-être plus ou moins gagné, mais il y a quand même du potentiel à aller chercher durant la saison. Exactement. Et des joueurs comme Pizarro, comme Gonzalo Higuaín, on s'attendait d'eux à leur arrivée qu'ils soient en quelque sorte des bons désolé l'anglicisme, mais des contenders pour les MVP. Et c'est Mhm. pas le cas actuellement. Ça nous amène à notre deuxième sujet, la course au MVP. On a déjà pratiquement le quart de la saison de fait. Et c'est ça, on voit déjà des joueurs qui s'imposent en tant que le joueur le plus utile à leur équipe. Pour toi, ça serait qui là, le MVP le plus sérieux jusqu'à présent? Moi, c'est Carles Hill du côté de la Nouvelle-Angleterre. Je trouve que ce gars-là, on n'en parle pas assez parce que c'est sûr que la New England, c'est pas un marché qui est très attrayant, mais tu regardes l'importance de Gill envers cette équipe, c'est énorme à quel point ce gars-là, tout ce qui touche, ça devient de l'or littéralement. En fait, si je peux sortir quelques statistiques, en fait, c'est que Carles Hill, c'est le premier, il est le premier en fait au niveau des passes créées justement avec 38. Et également au niveau des passes décisives, il y en a 4, ce qui est également le meneur. Et je pense que c'est lui aussi qui crée le plus d'opportunités dans la ligue avec 21 chances créées. Et même au niveau de ses coups de pied arrêtés, c'est également le premier à avoir créé le plus d'opportunités pour ses coéquipiers. Mais ce que je remarque de Gill, outre les statistiques, c'est vraiment son apport tactiquement parce qu'il est capable de se créer autant d'espace sans toucher le ballon, mais également en touchant le ballon. Il peut également créer beaucoup d'espace pour ses coéquipiers, ce qui fait en sorte qu'au niveau du troisième tiers, du dernier tiers offensif, les joueurs comme Gustavo Bou, même Buxa, même Tejan Buchanan sont capables de trouver le filet, justement. Et je crois que toute l'équipe en général a vraiment été au-dessus de nos attentes parce que c'est sûr que la saison dernière, ils ont fait un bon parcours durant les séries éliminatoires. Et on a vu des joueurs comme Buchanan se révéler, Gustavo Bou qui a pris un peu plus d'assurance et même Buxa, justement, les joueurs désignés, avec Guide, justement, qui a été très important pour eux. Mais pour revenir à la course à la MVP, je crois que Gill, c'est le joueur qui va peut-être remporter le titre, mais c'est sûr qu'il y a Chicharito qui est derrière non plus, qui ne fait pas une mauvaise saison. Donc, on verra par la suite, mais mon choix, ce serait plus porté sur Gill. Oui, c'est un très bon choix. On s'entend que le joueur, lorsqu'il est arrivé dans les mains de Bruce Arena, ça l'a complètement transformé. Quel entraîneur, Bruce Arena? Ouais, un petit peu arrogant, je trouve, mais c'est quelqu'un c'est un gagnant. Tu vois que avec le LA Galaxy, il a connu beaucoup de gloire avec les London Donovan, les Robbie Keane, avec même Beckham autrefois, même les AJ de la Garza pour les OG, si on fait en parenthèse, Yeah. mon anglicisme. Donc, je pense que Bruce Arena, il a déjà imposé son style de jeu. Ça a vraiment cliqué. Puis tu vois que des joueurs comme Buchanan qui se révèlent aux yeux de l'Europe, qui a connu un bon tournoi, même pour l'équipe canadienne du 23.
Donc, ça, c'est déjà un plus pour sa progression. Et avec un Bruce Arena avec lui, je pense qu'il peut l'amener quand même assez loin. Oui, et honnêtement, avec Carlos Gui, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vraiment un exemple parfait d'un joueur utile à son équipe parce qu'il sait marquer, il sait comment créer des occasions pour ses coéquipiers. Donc, c'est vraiment le joueur parfait pour son équipe parce que c'est ça, il peut créer, mais aussi, il peut permettre aux autres de créer. Donc, honnêtement, c'est parfait. Mais moi, j'ai l'impression que si Chicharito continue comme ça cette saison, il y a quand même 7 buts et une passe décisive en 7 matchs. J'ai l'impression que la Ligue va décerner le titre à Chicharito. D'une part, Mhm. peut-être pour justement attiser c'est vraiment, je pense, plus, ça serait vraiment une décision marketing selon moi, là, mais peut-être plus justement attirer l'intérêt des Mexicains. On sait, dans des États comme la Californie et tout, il y a beaucoup de partisans de la Liga MX. Et souvent, ces mêmes partisans, comment je pourrais dire ça, pensent pas tant de bien de la MLS. Ils la jugent un peu puisque la Liga MX est encore un peu au-dessus. On l'a vu avec la plus récente CONCACAF Champions League. Donc, je pense que justement, le descendant un Mexicain, ça serait une bonne idée. Peut-être ça attiserait justement l'intérêt des Mexicains puisque Chicharito, c'est vraiment une légende au Mexique. Et en plus, il y aurait une storyline puisque la saison passée, ça a été très difficile pour lui. Et là, c'est vraiment un joueur important pour les Galaxies avec l'arrivée de Greg Vanney. Ça l'a un peu métamorphosé. Donc, justement, lui décerner le prix du Comeback of the Year et du MVP, ça serait assez Mhm. rigolo. Et de la même façon, c'est ça, d'un côté marketing, ça lui permettrait de pouvoir peut-être attirer le regard un peu plus des Mexicains, là. Ouais, totalement. Puis je pense que Chicharito, il a même dit la saison dernière qu'il voulait se repentir parce qu'il n'avait pas connu une saison à la hauteur de son talent. Je pense qu'il avait peut-être sous-estimé la Ligue parce que c'est sûr qu'en venant de l'Europe, tu te dis que la MLS est un peu plus faible, mais au contraire, tu vois des joueurs européens qui respectent totalement la MLS, dont Matuidi justement. Et je crois que oui, c'est une saison qui est un petit peu salvatrice pour Chicharito parce que il a voulu se répandre et je crois en marquant 7 buts déjà, ça montre à quel point le gars il est vraiment investi, il veut vraiment gagner. Mais le MVP, c'est sûr que Chicharito, c'est le MVP, mais je crois que la personne, le facteur X en fait à sa réussite, c'est vraiment Greg Vanney, comme tu l'as mentionné. Je Ouais. crois que déjà là, le fait que Vanney a voulu parler avec Chicharito durant le début de la saison juste pour savoir ses intentions, juste pour le mettre vraiment à l'aise. Déjà là, c'est un plus important pour le joueur parce que tu dois mettre un attaquant très à l'aise à la base. Et je crois qu'en ayant ce genre de connexion avec son entraîneur, c'est encore plus gratifiant pour l'équipe et pour le joueur. Donc moi, ce serait plus pour Greg Vanney que j'aurais décerné le MVP, même si c'est pas le joueur qui va. C'est pas un joueur, c'est un entraîneur, mais n'empêche que c'est vraiment grâce à Greg Vanney que Chicharito arrive à ce niveau-là et que durant la préparation, Chicharito était prêt et tu le voyais déjà, donc c'est mérité pour lui. Oui, exactement. Et sinon, là, si Chicharito, on parle, là, mais il se blesse dans 2 semaines, Carles Gay, c'est dans 3 semaines, ils sont out pour la saison. Est-ce que tu as deux, trois autres choix que tu dis, peut-être qu'eux, ils pourraient y arriver également? Il y a Lucas de la Ryan, on le connaît tous. Il a tellement fait du mal il a été excellent en fait avec Tigresse et même avec le crew encore une fois. Je pense que ce gars-là, tu vois que sans lui, le crew a un petit peu de misère au côté créatif. N'empêche qu'il y a quand même des bons joueurs avec Nagby et même Zardes et même Pablo Santos. Je crois que Zelarayan amène une dimension beaucoup plus grande que celle de Santos et Nagby. Tu vois que c'est un joueur qui aime les grands matchs, qui est là dans les grands matchs justement. Et je crois que avec sa petite touche technique, sa palette technique, je crois que c'est un joueur qui est capable d'électriser un match à lui tout seul. On l'a vu contre le NYCFC en marquant 2 beaux buts sur coup franc. Je crois que c'est ce genre de joueur-là que ça prend pour la Ligue pour la faire élever. Et je crois que Zelarayan répond totalement aux critères que j'ai mentionnés en fait. Oui, oui, c'est pas fou. Moi, sinon, c'est sûr que la saison est encore jeune. Je pense pas forcément qu'il va garder le rythme, mais un Rubio Rubin,
l'ancien international américain, là, en 6 matchs, a déjà 4 buts et 2 passes décisives. On ne s'entendait pas de ça de lui. Et il fait très bien. En moins de 500 minutes, il est arrivé à cette production. En fait, c'est exceptionnel. Donc, s'il garde le rythme, ça pourrait être peut-être un choix intéressant. Sinon, ça serait peut-être le temps pour MLS de se retourner un peu vers la défense. Donc, par exemple, si Philadelphie se rend loin, un Andrew Blake, ça pourrait être très intéressant comme MVP parce qu'au final, Andrew Blake, c'est le joueur le plus important de son équipe, on va se le dire. Ouais, ça c'est vrai, totalement. Mais, Totalement. ouais, mais habituellement, c'est des attaquants qui sont, qui sont choisis, donc je serais assez surpris, mais j'aurais aimé ça, voir ça un peu. Et juste pour continuer pour la suite des choses, moi j'aurais mis Eric Williamson du côté de Portland, même si c'est mon équipe que j'aime beaucoup. J'aurais mis Williamson parce que c'est sûr qu'avec l'absence de Diego Chara, avec Diego Valeri qui est un petit peu sur la ligne, on va dire, borderline un peu, Ouais. par rapport à ses blessures. Et c'est sûr qu'avec avec la blessure de Andy Polo qui est out de la saison, je crois, déjà là, l'apport de Williamson est très, très grand. Tu vois que le joueur évolue grandement, qu'il a énormément de potentiel. Je crois qu'il aurait dû faire partie de l'équipe U23 américaine pour la sélection pour aller aux Jeux olympiques parce que ce gars-là amène une dimension très importante du côté de Portland. Plus un style box-to-box, capable d'aller appuyer les attaquants comme de soutenir un peu sa défense. Déjà là, c'est un joueur qui est capable de créer beaucoup d'opportunités. On l'a vu face aux Earthquakes de San Jose la semaine dernière, je crois. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un que je m'identifie également parce que, étant en milieu de terrain pour le CS Montréal, je le plug un peu. Je crois que c'est un joueur qui amène qui a beaucoup de potentiel avec un entraîneur qui est très passionné avec Savarizé. Et il y a beaucoup de potentiel, mais je ne crois pas qu'il va gagner. Mais c'est sûr que dans mon cœur, il gagne. Mais au niveau de ma tête, je sais que ça va être soit Garles Hill ou même Chicharito qui va remporter le MVP. Ouais, c'est ça. On a toujours des petits joueurs Des coups de qu'on cœur. aime. Ouais, des coups de cœur comme moi avec Nashville. Je me dis, ah, ça serait tellement beau qu'un Dax McCarthy, si important à l'équipe, remporte MVP. Mais Mais ça serait bien, ça serait bien. ouais, mais dans nos rêves, dans nos rêves. Ça vend pas assez. Mais c'est ça, on va maintenant parler des matchs. On a écouté, on a écouté plus que ça, mais on va parler de 3 matchs qui ont eu lieu samedi dernier. Le premier, c'est le Fire de Chicago contre le CF Montréal. D'abord, toi, avant le match, tu t'attendais à quoi de Montréal face à Chicago? Moi, je m'attendais au même résultat qu'on a eu la semaine passée contre Cincinnati. Je me suis dit que ça allait être un match piège parce que c'est sûr que Cincinnati, sur papier, c'est pas la plus belle des équipes, mais n'empêche qu'il y a des bons joueurs avec Acosta ou Brenner ou même Barreal. Je trouve que ça a été. J'ai pas eu tort, mais en même temps, j'ai été un petit peu frustré par rapport à la performance. C'est sûr que j'aurais aimé ça en voir plus, mais je m'attendais à ce que ce soit un match piège parce que Chicago, encore une fois, connaît une saison un peu plus difficile. Donc, forcément, on s'attend à ce que Montréal l'emporte, mais face à des petites équipes, Montréal a un petit peu de difficulté à aller chercher les 3 points. Et je crois que, pas qu'on les surestime, on les sous-estime, mais qu'on a de la misère à aller chercher les points parce qu'on a de la misère à soit concrétiser l'avance ou même être un peu plus calme parce que des fois, on a tendance à perdre un peu la tête face à des petites équipes. Mais encore une fois, c'est ça qu'on est allé chercher les 3 points, mais j'aurais aimé ça avoir une victoire un peu plus concrète. Oui, c'est ça, parce que si on analyse le match en 3 phases, comme qu'on a commencé à le faire là, ici chez Culture Soccer depuis le début de la saison, pour moi, la première phase du match, c'est la première mi-temps qui a été très ennuyante. En tant que Non, fan, totalement. en tant que fan de soccer, ça ne mettait pas la mise pour la Champions League, là. C'est pas Euh, pareil non plus, là. non, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pratiquement eu aucune occasion d'un côté ou de l'autre. Euh, En tout cas, moi, je me suis beaucoup ennuyé sur cette première mi-temps. Je sais pas toi. Non, moi, je me suis vraiment ennuyé. Franchement, j'ai pas aimé. Moi, j'ai eu peur, en fait, concernant ma première phase. Toi, tu as parlé de l'ennui de la première mi-temps. Moi, j'ai plus parlé du carton jaune de Camacho. Je me suis dit que Camacho connaît une très bonne saison. Je me suis dit que ce carton jaune allait comme lui retourner contre lui. Mais au final, ça n'a pas changé parce qu'il a quand même été très bon malgré l'ensemble du match. Moi, j'ai trouvé qu'il a été très, très bon, surtout au niveau de ses interventions défensives.
Ses interceptions, ça a été plutôt propre. Dans l'ensemble, c'est vraiment un leader, selon Zoran Basson. Je crois que Camacho, malgré son carton jaune, moi, j'ai eu peur qu'il retombe, retombe comme avant, c'est-à-dire faire des fautes un peu stupides qui fait perdre l'équipe. Mais n'empêche qu'il a été très, très calme malgré son carton. Et ça a quand même été positif, selon moi, durant cette rencontre-là. Oui, exact. Et on le sent vraiment cette saison, Camacho. Dans les dernières saisons, il pouvait faire un très bon 85 minutes, mais un 5 minutes totalement désastreux qui faisait perdre les 3 points. Et on sent vraiment que c'est rendu le général. Je ne sais pas si l'arrivée de Laurent Simon dans le staff technique Ouais, l'aurait vigoré, ça se peut, ça se peut. mais non, Mais durant la saison dernière, durant les playoffs à la Nouvelle-Angleterre, je crois que Camacho, ça a été l'un des joueurs les plus décisifs, si on veut. Il a connu un très bon match. Puis je pense qu'il vogue là-dessus sur ce succès, si on veut, en parenthèse, parce que ça a été plutôt compliqué. Puis je pense que ça a été la cible numéro un des partisans montréalais. On va pas se mentir, ça a été compliqué pour lui. Et juste le fait de le voir performer comme ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont tourner leur langue cette fois parce que Camacho vraiment connaît une très bonne saison, surtout avec Connor Miller qui est avec lui, mais là, il est un petit peu, il est blessé. Mais n'empêche que Camacho, vraiment, il m'étonne encore, puis je pense que c'est que du positif pour la suite des choses pour le CF Montréal parce que on veut vraiment voguer sur ce genre de performance-là. exactement. Et pour moi, la deuxième phase, on va quand même plus tard dans le match. C'est l'entrée et le but marqué par Mason Toy, le Hmm. revenant qui avait pris quelques semaines d'absence pour une blessure et qui revient. Et au final, pour lui, c'est un troisième but dans un troisième match consécutif. Donc, on ne s'attendait pas de ça de lui, mais Mason Toy, cette saison, assez exceptionnelle. Merci. Des très beaux buts en plus. Ouais, vraiment. Puis je pense que si tu regardes dans l'ensemble des attaquants avec Johnson, Kyoto et même Mason Toy, ça fait du bien pour lui parce que c'est un jeune qui a vraiment besoin de temps de jeu. Même moi, je l'avais marqué dans ma phase importante dans cette rencontre parce que moi, j'aime beaucoup Mason Toy depuis qu'il est arrivé à MLS avec Minnesota. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. On l'a vu, c'est sûr que sa première arrivée à Montréal, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a eu du temps à s'acclimater au système de jeu, même à la vie à Montréal. Mais tu vois vraiment que le gars est vraiment venu, est en mission, qui est vraiment là pour imposer sa loi. C'est sûr qu'avec Kyoto et Johnson, comme je l'ai mentionné, c'est un peu plus compliqué à savoir qui va être l'attaquant numéro un, même si Kyoto a une petite longueur d'avance sur les autres. Mais n'empêche que Mason Toy, avec ce but, envoie un message clair à Wilfried Nancy comme quoi tu peux le faire jouer à n'importe quel moment, il va livrer la marchandise. Donc, moi, je suis vraiment content de la part de Mason Toy et j'ai hâte de voir la suite des choses, même si ça va être 3 semaines de pause. Mais n'empêche que dans la tête de Nancy, t'envoies un message clair comme quoi Toy est disponible et frais et dispo pour la suite des choses. Oui, exactement. Et moi, lorsqu'il était sorti sur blessure il y a quelques semaines, je me suis dit, ah merde, ça l'a vraiment coupé sa lancée. Et au final, Mhm. 3, 4 semaines plus tard, il arrive et il fait, et il marque le but victorieux. Donc, je pense qu'il va continuer sur sa lancée. J'ai pas peur pour ça. Je le souhaite aussi parce que c'est une bonne chose pour sa progression parce que c'est quand même un joueur de génération Adidas. Donc, je pense que ça va faire du bien pour sa confiance et pour la suite des choses. Exactement. Et finalement, pour moi, la troisième phase, c'est le bleu, blanc, noir, l'échappée belle, parce qu'en toute fin de match, dans les dernières minutes du temps additionnel, le CF Montréal se fait encaisse un but sur coup de pied arrêté. C'est ça, honnêtement, je vais citer le tweet d'Adi, qui était présent à la conférence de presse, mais Camacho a dit: J'ai pété un plomb sur Bjorn Johnson lorsque le ballon est rentré dans le but. Heureusement, l'avoir été de notre côté aujourd'hui. Je pense que pas Mhm. besoin de plus en rajouter. Non, c'est ça. Même moi, j'ai marqué cette phase-là parce que je me suis dit qu'on va retomber encore dans nos mauvais flaws, si on dit en anglais, dans Ouais, nos défauts, dans le fond, dans le sens ouais, ouais. que c'est sûr que sur coup arrêté, c'est vraiment l'une de nos plus grandes faiblesses, on ne va pas se cacher. Mais au moins, la VAR a été généreuse de notre côté pour une fois. Donc, je suis content de voir que la VAR a été bien utilisée cette fois-ci. Mais encore une fois, je pense que le fait qu'on soit encore battu sur coup de pied arrêté, ça montre à quel point l'équipe a beaucoup de difficultés à s'améliorer. Puis je crois qu'il y a encore du travail à faire, mais n'empêche que malgré l'ensemble du match, tu peux quand même être fier de la performance. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à être fier, mais certains joueurs ont pu se démarquer que d'autres, là.
en général avec Camacho, même Basson, que j'ai trouvé plutôt excellent, même si ça a été un petit peu compliqué durant le début de match, mais c'est sûr que le coup de pied arrêté, c'est quelque chose qui est à travailler, mais c'est pas parfait, mais il y a encore du travail à faire. Oui, c'est ça. Et actuellement, tu sais, en début de saison, les 3 points sont vraiment importants. Et en jouant aucun match au Stade Saputo, aucun match à domicile, le CF Montréal se retrouve quand même au quatrième rang jusqu'à présent dans la conférence Est. Donc c'est ça, à 1 point, c'est sûr, de la huitième place. C'est encore très serré, mais on a rarement vu le CF Montréal être aussi haut en début de saison. Donc, je pense que c'est très bien. Sinon, pour toi, c'est qui pour toi le top et le flop de ce match? Je vais commencer par le flop. En fait, ça a été Hamed Hamdi. Moi, je ne l'ai pas vu. Littéralement, je ne l'ai pas vu. C'est sûr qu'il a été, durant les débuts de saison, on a vu que c'était un joueur qui était très, très bon techniquement, très, très calme au ballon, très serein, justement. Et je crois que le fait que durant ce match-là, ça a montré quelques défauts de son jeu. Au niveau défensif, il n'y a pas eu beaucoup de repli. Il a été un petit peu nonchalant sur certaines occasions. Et même, c'est ça, il a pas créé grand-chose. Également, mon autre flop, ça a été Sunusi Ibrahim. Moi, quand j'ai vu que Ibrahim allait faire allait être partant, je me suis dit, ah, enfin, on va pouvoir voir Sunusi Ibrahim. On va voir à quel point ce gars-là a beaucoup de potentiel, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il a été un petit peu décevant parce que c'est surtout sur sa carrure un peu plus physique qui peut se démarquer des autres, mais tactiquement parlant, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il y a encore du travail à faire, mais n'empêche que c'est quand même un beau projet à l'avenir pour le CF Montréal. Mais Ibrahim, j'ai été un petit peu déçu parce que j'aurais aimé ça le voir face à une équipe de Chicago qui est un petit peu, pas décimée, mais un peu plus faible, on va dire, en parenthèse. Mais c'est ça. Je pense que c'est une occasion ratée pour Sunusi, mais je pense qu'il va pouvoir se reprendre durant la suite de la saison. Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, mon flop, j'avais un regard peut-être plus américain, un regard envers Chicago. Puis moi, c'est un joueur que depuis des années, je ne comprends pas pourquoi il est en MLS, mais c'est Fabian Herbers, Mhm. le joueur allemand là, qui joue à Chicago, qui est à Chicago depuis 2019, mais c'est ça, j'ai trouvé qu'il n'a rien créé pour Chicago. Et c'est ça, c'est un joueur que je me demande pourquoi il est encore en MLS. Et surtout sur sur l'alignement partant l'élément partant, pardon, pour Raphaël Vicky. Me semble dans ma tête, il y avait mieux. Il y avait mieux sur le banc. Ouais, vraiment. Mais c'est dur parce que Chicago, c'est vraiment, c'est plus un processus qui est en cours parce que c'est sûr qu'avec un groupe qui est très, très jeune, ça prend du temps avant que le système de jeu soit vraiment en place. Et je pense qu'avec Vicky, qui a quand même, ben, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui a déjà joué avec avec la sélection suisse en 2004. Donc, il connaît un peu plus le système en général. Il connaît un petit peu la game, mais n'empêche que ça prend du temps pour un jeune entraîneur de vraiment imposer sa philosophie. Puis je pense que c'est pareil pour Wilfried Nancy, mais tu vois qu'avec Wilfried Nancy, les joueurs acceptent vraiment la philosophie, acceptent vraiment le projet de jeu que Nancy tente d'instaurer, mais avec Vicky, c'est un peu plus compliqué. Ça fait 2 saisons que c'est un peu plus difficile du côté de Wiki avec les joueurs qui sont allés chercher avec Beric, même Ali Seda, le jeune joueur désigné, mais qui est blessé en ce moment. Donc, ça va prendre du temps pour eux, mais n'empêche qu'il y a quand même du potentiel à aller chercher pour cette équipe. Oui, bien sûr. En plus, moi, je pense qu'ils ont peut-être attendu la saison prochaine pour faire peut-être un plus gros investissement avec le rebranding qui va arriver. Je pense que et avec un Sir Field peut-être un peu plus garni. Donc, je pense vraiment que la prochaine saison, ça va peut-être être la saison pour le Fire. Reste à voir, mais sinon, ton flop, ton top, pardon, pour ce match. Ça a été Clément Diop. C'est sûr que Clément Diop, c'est pas parfait, parfait des fois, mais moi, j'ai trouvé qu'il était très solide sur certains jeux, sur certaines phases, en fait, surtout au niveau aérien, parce que ça a été l'une de ses plus grandes faiblesses. Et il a même avoué à son entraîneur Rémi Vercout comme quoi il voulait vraiment s'améliorer là-dessus. Et je crois qu'il y a eu une petite marge de progression par rapport à Diop, parce qu'on l'a vu qu'il était très calme, très serein. Il nous a sauvés à quelques reprises aussi. Donc, je crois que Diop a été très solide en arrière, a communiqué beaucoup avec ses défenseurs, justement avec Camacho, même avec Waterman et même Struna. Struna qui n'a pas été mauvais non plus, mais pour revenir à Diop, je trouve qu'il a été très solide aussi en multipliant plusieurs arrêts,
face justement à peut-être Beric ou même à, je pense que c'était Yémenez, je crois. En tout cas, mais ça a Ouais. été très, très bon dans l'ensemble pour Diop. Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Et d'ailleurs, en début de saison, il y avait un petit débat. Est-ce que c'est Pantemis qui est le starter? Est-ce que c'est Diop? Mhm. Pour toi, est-ce que avec ce match-là, Diop a vraiment une longueur d'avance? Ah, c'est une bonne question. Parce que, c'est vraiment dur. Mais je vais dire oui, mais en même temps non, parce que James, c'est le futur. Parce que moi, je ne vois pas Diop rester une autre saison de plus à Montréal. Mais je crois que Diop envoie un message clair à Pantémis comme quoi c'est le gardien numéro un. Mais n'empêche que Pantémis aura ses opportunités également durant la saison. On l'a vu face à Miami qui a été très, très bon. Avec la sélection canadienne, il a été excellent. Il a même été appelé justement pour la liste face au Curaçao, pas au Curaçao, mais par rapport à la qualification de la Coupe du Monde. Ouais, ouais. Donc, je pense que pour Pantémis, ça va être un projet à long terme, même s'il a 24 ans. Donc, c'est plus vraiment c'est dans la fleur de l'âge, si on veut, en tant que joueur de soccer. Mais n'empêche que Diop, c'est le numéro un pour le moment. Mais au niveau du futur, au long terme, je pense que Pantémis va vraiment remplir les critères et les standards que le CF Montréal impose envers lui. Parfait. Et pour moi, la phrase du match, c'est quand toi il est là, tout va bien. Et toi? Moi, c'est très. Il y a un manque de réalisme parce que c'est sûr qu'avec les occasions ratées, je pense qu'on aurait pu aller chercher les 3 points assez aisément, mais ça a été juste un manque de réalisme de la part de CF Montréal, tout simplement. Parfait. Donc, continuons avec l'autre match. Un autre match qui se déroulait en après-midi, c'était Atlanta contre le Nashville FC. Et faut dire que la première semaine avec des partisans à Atlanta, l'ambiance était moyenne, mais cette semaine, il y avait quand même une belle ambiance au Mercedes-Benz Stadium. Justement, ma première phase du match, c'est Atlanta qui marque deux beaux buts. Je le mets directement en première phase du match parce que vraiment, ça l'a mis le feu au stade et ça a été quand même deux beaux buts. Un premier but de Moreno qui se défait bien de Dave Romney et qui la met directement dans les filets. Et puis le deuxième, c'est George Bello qui voit très bien l'appel d'Éric Lopez, tandis que la défense de Nashville est au ralenti et qui marque le 2-0 dès le début de la deuxième mi-temps. Toi, quand tu as vu le 2-0 de Atlanta vers la 55e minute, est-ce que tu t'es dit, OK, c'est bon, avec l'appui des partisans, les 3 points sont pris pour Atlanta? Non, parce que vraiment, Atlanta, c'est une équipe qui va aller. Avec Atlanta, c'est soit tu vis ou soit tu crèves, parce que c'est une équipe qui aime tellement aller se projeter vers l'avant que défensivement, c'est un peu plus compliqué. Mais Nashville, j'ai beaucoup aimé leur résilience. Justement, ça, c'est l'une de mes trois phases, en fait, de ce match-là. C'est le fait que Annie Mouktar marque un très beau but. Déjà là, marquer 2-1 face à Atlanta, c'est quand même assez difficile à aller réaliser. Je pense que la résilience de Nashville a été très, très bon, a été excellent. Je pense que ça a été bien parce que gagner à Atlanta, c'est très difficile, comme on l'a mentionné. La part des partisans, c'est l'une des choses les plus importantes, en fait, du côté d'Atlanta. Puis je crois que la résilience a fait du bien pour eux. Également, la phase également que tu viens de mentionner, je l'avais marqué également, le but de Marcelino Moreno. Je crois que c'est un joueur qui a vraiment besoin un petit coup de pied en arrière, mais n'empêche que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Puis le fait qu'il a alimenté, justement, il n'a pas alimenté, mais il a marqué un très beau but. Mais je crois que l'erreur revient à Willis parce qu'il aurait dû l'arrêter selon moi. N'empêche que Romney l'a dévié, mais Willis aurait peut-être dû l'arrêter parce que c'était quand même une frappe à ras de terre. Mais pour revenir à Moreno, j'ai aimé sa performance en général. C'est un gars qui est très en forme, justement, qui a marqué contre nous face au CF Montréal. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé sa performance. Également, non, c'est ça. J'ai vraiment aimé ça, en général. Ouais. Oui, et pour Nashville, c'est la troisième fois déjà cette saison qu'ils reviennent d'un déficit de 2-0. Donc, oui, tu parlais de la résilience, il y en a. Et, euh, et d'ailleurs, c'est aussi pour moi la 3 4e fois qu'il encaisse très tôt dans le match. Donc, Mhm. ça apporte ses qualités et ses défauts. Et pour moi, la deuxième phase du match, c'est carrément le coaching gagnant de Gary Smith qui fait rentrer d'abord Badji et Sapong. Ça Mhm. marche moyen, mais par la suite, il fait rentrer Lagrassa et Atkinson. Quand il rentre ces deux joueurs-là, moi, je me suis dit, OK,
j'ai pas trop compris honnêtement. C'est des joueurs plus qui jouent au milieu. Moi aussi, j'ai Mais pas compris. honnêtement, je suis Nashville aussi et j'ai pas compris. D'habitude, ces joueurs-là, on les fait rentrer vers la 85e, mais lorsqu'on l'emporte, donc j'étais assez surpris et au final, ça l'a vraiment transformé le milieu de terrain et les 2 buts sont venus grâce à ces 2 joueurs-là. La Grassa a été présent sur les 2 buts, Atkinson aussi. Donc, coaching gagnant pour Gary Smith. Et pour moi, la troisième phase, c'est le festival Annie Mokhtar qui marque les 2 buts et qui fait taire la foule du Mercedes-Benz Stadium. Ouais, totalement. Même moi, j'ai marqué l'apport justement de Mouktar, comme quoi c'est un joueur qui aime beaucoup ce genre de match-là. C'est un joueur qui vient de l'Europe, donc forcément, il connaît ce type d'environnement, mais j'ai vraiment aimé son apport offensif, surtout avec l'apport de Sapong et même avec Badji. J'ai vraiment aimé ce qu'il a apporté au niveau du terrain. N'empêche que Atkinson, au niveau du terrain, au niveau du milieu de terrain, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, tout comme toi, parce que je me suis dit, c'est plus des joueurs, on va dire, pas des cols bleus, mais des joueurs qui vont comme garder un peu plus la possession ou même juste être plus en retrait pour préserver l'avance. Mais ce changement-là de Gary Smith a été complètement le facteur X de cette rencontre parce que ça a été ça a été ça qui a tout changé durant la rencontre et j'ai vraiment aimé le changement fait par l'entraîneur de la Chine. Oui, c'est ça, parce que la saison dernière, c'était Brian Anunga, le joueur qui vient de Charleston, qui faisait le rôle de la Grassa, c'est-à-dire vraiment transformer le milieu de terrain lorsque Godoy ou McCarthy commencent à être fatigués. Ça rajoutait vraiment de l'énergie. Et maintenant qu'il est blessé pour encore plusieurs semaines, ben, on dirait que c'est Matt Lagrassa qui a pris le rôle. Et c'est quand même intéressant de voir que Lagrassa, c'est quand même un joueur qui est avec Nashville depuis les Depuis le premières début. minutes depuis le début en USL. Donc, moi, personnellement, je suis content de le voir cette saison vraiment prendre le rôle dans la rotation, qu'est-ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Donc, c'est vraiment bien de ce côté pour Nashville. Sinon, pour toi, top, flop? Mon top, ça a été Marcelino Moreno de la part d'Atlanta. C'est vraiment le gars qui est en forme en ce moment du côté des Three Stripes. Désolé mon anglicisme, mais j'ai vraiment aimé ce qu'il a apporté sur le terrain. J'ai vraiment aimé surtout qu'il est capable de trancher parce que des fois, il y a de la misère à aller se projeter vers l'avant parce qu'il n'y a pas vraiment de support, malgré que Joseph Martinez est là, mais c'est surtout Moreno qui a même plus le côté créatif au dernier tiers offensif du côté d'Atlanta. J'ai vraiment aimé sa performance. C'est sûr que son but, ça fait du bien pour sa confiance parce que c'est sûr que des fois, il y a un petit peu de difficulté à partir les rencontres généralement. Mais dans l'ensemble, j'ai été très fier, très satisfait de sa performance du côté d'Atlanta. Oui, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Au début de la saison, notamment en CONCACAF Champions League, on le voyait qu'il avait du mal. En fait, pas mal tout le schéma tactique de Gabriel Enze avait du mal puisqu'il joue beaucoup avec ses ailiers. On dirait peut-être qu'il ne comprenait pas forcément les consignes, mais là, ça marche à merveille. Les 2 buts viennent des ailes avec Marcelo Moreno et puis Georges Bello qui est latéral gauche, mais qui a décidé de monter pour le deuxième but. Donc, on voit que la tactique de Gabriel Enze commence à se comprendre du côté d'Atlanta, là. Ouais, totalement. Puis je pense que c'est un coach qui est tellement passionné, un peu comme à la Bielsa. Je crois que c'est un coach qui va demander beaucoup à ses joueurs, mais qui va également prendre soin de ses joueurs parce que c'est sûr qu'avec des entraîneurs comme ça, c'est soit tu pars à la guerre. Donc, c'est une équipe Atlanta qui a beaucoup de potentiel, qui vraiment se rapproche un peu plus du style de Tata Martino, mais c'est pas exactement le même parce que c'est encore là, il y a beaucoup de côté tactique qui est un peu plus différent. Mais dans l'ensemble, vraiment, c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel à aller chercher. Atlanta, je les vois très, très haut. Mais encore là, c'est une question de temps avant que cette équipe-là débloque et surtout que Joseph Martinez débloque parce que c'est vraiment le facteur X de cette équipe parce qu'on le connaît, c'est quand même le meilleur buteur. Ça a été le meilleur buteur durant la saison, pas la saison dernière, mais il y a 2 saisons en fait. Ouais. Donc, je crois que si Martinez est bien parti, l'équipe est bien partie en général. Exactement, oui, c'est ça. Imagine lorsque Joseph Martinez va se réveiller, ça va être ça va faire peur. Sinon, Exactement. c'était qui ton flop? Moi, mon flop, ça revient à Joe Willis parce que n'empêche qu'il aurait pu arrêter les 2 buts justement d'Atlanta, malgré le superbe centre de George Bello pour Eric Lopez. Mais n'empêche que que Willis sur le premier but selon moi, aurait dû l'arrêter.
Parce que c'est sûr que même si Romney l'a dévié, n'empêche que Joe Willis aurait pu au moins plonger, mais il a été un peu plus stoïque, il a été un peu plus surpris par rapport à la déviation de Romney, mais n'empêche qu'il aurait dû l'arrêter selon moi, mais dans l'ensemble, c'est pas si pire comme flop. Parfait. Donc, tu mets la faute sur Willis. Moi, je mets la faute sur Romney. Pour moi, c'est mon flop sur les deux buts. Ben, en premier, il suit mal Moreno sur le premier but. C'est le genre de tir que tu dois bloquer en tant que défenseur. Et Mhm, sur le deuxième but, je sais pas pourquoi, mais lorsque Lopez fait sa course, Romney décide d'arrêter de le suivre et ça mhm. mène au but. Donc, c'est pour ça que je mets Romney fautif. Sinon, moi, dans les tops, Moreno, c'était un très bon choix. Moi, je vais y aller avec Mouktar pour les deux buts en fin de match. C'est grâce à lui que Nashville a pu récolter un point. Très bon choix. Franchement, c'est un très bon choix. J'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas un fan de Nashville comparé à toi, mais je sais que je suis capable d'accepter que Nashville, c'est une excellente équipe qui est très bien dirigée par Gary Smith, qui a déjà gagné la MLS Cup avec Colorado autrefois. Mais j'aime vraiment ce qu'ils amènent comme philosophie. Une équipe qui est pas flashy offensivement, mais qui a d'assises au niveau de la défense avec Walker Zimmerman et même Rodney. Zimmerman, qui est selon moi l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Mais encore là, ça, c'est un long débat. Mais n'empêche que Nashville, en général, j'aime beaucoup ce qu'ils amènent, quel genre d'équipe ils se présentent face à des équipes comme Atlanta ou même des équipes un peu plus portées à l'attaque. Mais dans l'ensemble, Nashville, c'est une excellente équipe. Oui, exactement. C'est pas toujours intéressant à regarder, mais au C'est plutôt final, pragmatique, un l'important, petit peu c'est. pragmatique, hein. Ouais, exactement. Et à la fin du match, ben, tu es quand même satisfait. Comme là, c'était un match nul à savoir de victoire. Donc, tu restes satisfait, mais parfois, les 90 minutes Ouais, sont c'est longues. sûr, c'est sûr. Sinon, pour toi, la phrase du Dominer match. n'est pas gagné parce que au niveau de la possession Atlanta, ça a été surtout ça qui a fait, on va dire, défaut parce qu'à chaque rencontre que tu regardes Atlanta, c'est surtout eux qui dictent l'allure du match. Des fois, ils arrivent à gagner, comme des fois, ils arrivent à perdre. Donc, forcément, c'est pas du tiki-taka qu'on veut, mais c'est vraiment un jeu plus concret, un peu plus direct. Mais n'empêche que Atlanta, à force de toujours dominer, tu finis par te faire avoir et c'est ce qui est arrivé face à Nashville. Oui, exactement. Moi, pour ma part, c'est ce n'est pas fini tant que Moutarde n'a pas marqué. Très bonne phrase. Parce que, ouais, honnêtement, cette saison, la saison passée, ça allait peut-être été long avant qu'ils se mettent en marche, mais cette saison, on le voit vraiment important dans le jeu et il est également décisif. Il a ses trois buts cette saison et vraiment, il est très intéressant à voir dans le jeu. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre Mouktar de l'avant. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec Nashville, c'est que c'est désormais la seule équipe de la conférence Est à être invaincue et c'est la seule dans la ligue avec les Sounders de Seattle à être invaincue. Et ça, c'est quand même exceptionnel pour ce club dans sa deuxième année. Et pourtant, c'est vraiment pas parce que sont dominants et tout. Ils ont seulement 2 victoires en 7 matchs. Mais c'est quand même fou qu'ils soient invaincus encore, hein, Ouais, Richard? moi, je trouve ça un petit peu surprenant, mais ce qui ne m'étonne pas, en fait, c'est surtout la défense, parce que c'est vraiment sur la défense que cette équipe se repose, parce que tu as des joueurs t'as des joueurs à vocation plus défensif avec Hannibal Godoy ou même Dax McCarthy, même au niveau de la défense, Zimmerman et même Romney. Donc, c'est des joueurs qui sont capables qui sont capables de préserver une avance, qui sont très, très bons tactiquement, surtout Zimmerman, qui est excellent selon moi. Mais Nashville, en même temps, je suis pas étonné parce que c'est une équipe, comme je l'ai mentionné, qui est très pragmatique. Donc, forcément, défensivement, ils sont capables de préserver l'avance. Donc, déjà là, essayer de gagner à domicile à Nashville, c'est très compliqué parce que défensivement, ils sont très, très bons. Mais offensivement, c'est quand même assez surprenant parce que c'est pas une équipe qui est très, très bonne offensivement. Désolé, Anthony, mais je sais qu'avec Randall Leal, c'est un excellent joueur qui, selon moi, qui est très sous-estimé. Je l'aime beaucoup même. Mais n'empêche que si t'as pas un attaquant type, si je peux me permettre, dans le sens que Cadiz, c'est un bon attaquant avec une bonne carrure, un vrai pivot, un peu comme à la Olivier Giroud. Mais n'empêche que sans Mouktar, sans Léal, c'est pas très, très beau à l'avant, même si Cadiz, c'est pas mauvais. Mais moi, je trouve ça surprenant, mais en même temps, je suis pas très surpris parce que défensivement, ils sont très, très bons. Donc, avec Smith qui est très, très bon au niveau de la gestion de ses joueurs.
et à la gestion du match également, je pense que je ne suis pas surpris de voir Nashville avec qu'une défaite pour le moment. Pour le Ouais, c'est moment. ça. Et c'est surtout, moi je pense que c'est surtout dû à des bonnes performances de Willis, Zimmerman et Romney. Et quand la défense prend l'eau un peu plus, eh bien c'est Moutard et les Léal. autres, Léal exactement, qui prennent la relève. Parce qu'avant le match face à Atlanta, je pense que Nashville était sur 3 ou 4 matchs sans avoir encaissé de but. Donc, il Mhm. met surtout sur leur défense et quand la défense prend l'eau, l'attaque prend la relève. Parce qu'encore une fois, cette saison, Nashville, c'est loin d'être l'équipe qui marque le plus de buts. C'était un problème la saison passée et je pense que ça va peut-être être encore un problème. C'est quand même 9 buts en 7 matchs, mais c'est ça, on dirait que c'est parce qu'ils ils deviennent ils deviennent alarmés lorsqu'ils prennent un but, mais lorsqu'ils encaissent peu, ils ne marquent pas. C'est quand même drôle comme situation. Je pense que les seuls buts qui sont arrivés, c'est lorsqu'ils ont encaissé. Mais ce que je remarque beaucoup de Nashville, c'est que leurs attaques passent surtout par les côtés, surtout par les flancs, surtout du côté de Daniel Levis, qui aime beaucoup centrer, utiliser son pied gauche pour déstabiliser la défense. Mais ce que je remarque également, c'est que Nashville sont très, très bons physiquement, ont une bonne charpente de muscles. Donc, forcément, les duels physiques, c'est surtout eux, c'est souvent eux qui les remportent, ce qui fait en sorte que les adversaires des autres équipes ont un peu plus de difficulté à aller gagner les ballons au milieu du terrain. Mais dans l'ensemble, Nashville, c'est une équipe que, comme je l'ai mentionné, qui est très pragmatique, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de potentiel avec Randall Leal et même avec Mukhtar. On l'a vu la saison dernière durant les séries éliminatoires, comme quoi Nashville. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Nashville aille loin en séries éliminatoires parce que je me suis dit c'est une l'expansion, donc forcément, ça va prendre du temps, mais n'empêche que Nashville m'ont vraiment épaté dans l'ensemble. Mais franchement, Nashville, chapeau. Chapeau. Ouais, chapeau. J'ai hâte de voir où est-ce que la saison va nous mener, mais ça risque d'être intéressant. Sinon, le dernier match qu'on a décidé d'analyser ensemble, euh, c'était un duel qui paraissait très intéressant avant la rencontre. Le Real Salt Lake face au Minnesota United face aux Loons. Euh, et ces deux équipes qui sont vraiment dans une dynamique inverse de la saison passée. Le Real Salt Lake, ça allait vraiment pas très bien la saison passée. Et cette saison, ça semble aller un peu mieux. Et c'est totalement le contraire du côté de Minnesota. On finit dans le top 3, si je ne me trompe pas, de l'Ouest. Et ils sont dans les bas-fonds du classement actuellement. Donc, c'était quand même un duel intéressant. Et ben, je peux te laisser y aller, Richard, cette fois-ci pour les 3 phases. Moi, la première chose que j'ai remarqué, ça a été le but malgré le but de Krlak Sporting KC, pardon, de RSL, Minnesota a quand même rien lâché parce que c'est sûr qu'en encaissant un but aussitôt, je pense que c'était à la 5e minute de jeu, Minnesota ont quand même donné un peu plus de momentum. C'est sûr qu'avec Adrien Hunou qui a failli marquer de la tête, mais qui est passé proche du cadre, n'empêche que Minnesota a quand même essayé de créer du jeu, mais c'était pas parfait, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, forcément, là-dessus, on peut quand même bâtir sur du positif, sur l'apport de Hunou. Mais dans l'ensemble, Minnesota, pardon, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est pas si pire dans l'ensemble. Oui, exactement. Donc, c'est ça, je pense que la première phase du match, pour moi, comme tu l'as dit, c'est le but de Krelak qui a fait un très beau but. Deuxième phase du match, pour moi, c'est vraiment Minnesota qui égalise, mais sur une erreur de Zach McMath. C'est vraiment décevant pour le Real Salt Lake. Ils le mettent une fois cette saison et, il coûte la victoire. Et pour moi, la troisième phase du match, c'est un Justin Miram en forme qui tente de faire revenir son équipe, mais ça ne marche pas pour le Real Salt Lake. Pas moyen d'avoir les 3 points. Et je lisais justement sur le match, et pour les partisans du Real Salt Lake, ça sonne plus comme un 2 points perdus qu'un point de récolté. Vraiment, il dominait quand même bien le match et malheureusement, la victoire leur est passée sous le pied, on pourrait dire. Donc, c'était un match assez tranquille et assez difficile à analyser pour ma part. Euh, Sinon, toi, est-ce que tu as noté d'autres choses dans le match? Oui, justement par rapport
aux phases que tu as mentionnées, c'est à peu près similaire en fait, c'est surtout l'erreur de Zach McMath. J'aurais aimé ça qu'ils prennent un peu plus d'aisance parce que Ochoa est parti en sélection américaine. J'aurais aimé ça avoir un McMath qui est capable de gérer sa défense ou même gérer le but qu'il a concédé, mais ça, c'est une erreur un petit peu bête selon moi de McMath. Mais n'empêche que Minnesota est un petit peu plus opportuniste. Mais tout comme toi, j'ai trouvé le match un peu plus difficile à analyser parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir, malgré les changements faits par les deux entraîneurs en amenant Nico Hansen et même Justin Meram, que Justin Meram, moi, j'aime beaucoup. C'est un joueur, pas typiquement MLS, mais un joueur un peu comme à la Justin Mapp, si je peux me permettre, parce que techniquement parlant, c'est très, très bon, c'est très solide et capable de déstabiliser la défense en faisant un seul geste. Et c'est ce que Meram fait dans l'ensemble du match. Et c'est ça. Dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé la performance de Meram. Et ce que j'ai marqué aussi, c'est que dans l'absence de Reynoso, ça fait mal parce que vraiment, sans Reynoso, tu vois qu'il n'y a rien. Littéralement, il n'y a rien. Et que Abila, même si c'était l'attaquant qu'on allait chercher, pour moi, c'est un sorte de pansement parce que c'est pas l'attaquant qui va peut-être pas remplir les filets, même s'il y a une réputation quand même assez bonne du côté de Boca Junior. Mais n'empêche que Adrien Hunou, c'était l'attaquant qu'on voulait vraiment chercher. Et c'est sûr qu'avec l'acquisition de Franco Fragapane, l'Argentin de Talleres, l'ancien club de Thomas Pochettino, qui évolue à Austin, je trouve que ce gars-là va amener un peu plus de sens au jeu de Adrian Heath parce que c'est sûr qu'avec Robin Lod, qui n'est pas vraiment un attaquant de pointe, qui est vraiment un ailier, avec Fragapane et même avec Reynoso et Adrien Hunou à la pointe, ça va faire plus de sens et ça va créer plus d'opportunités pour Minnesota. Et je pense que ça va aussi détendre un peu l'atmosphère parce que Adrian Heath, c'est pas mal chaud pour lui en ce moment parce que le siège va commencer à être un peu plus éjectable. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui est difficile pour Adrian Heath? J'ai l'impression qu'il y a toujours des joueurs clés de blessés. Comme pour le match face à Minnesota, il y avait Opara qui est censé revenir à la mi-juin, mais qui est toujours blessé. Mhm. Ethan Finlay, qui est censé revenir à la mi-juillet, mais qui est quand même un élément important, pourrait prendre la place notamment de Robin Lloyd à droite. Et Emmanuel Reynoso, qui est carrément un des joueurs les plus importants pour Minnesota. Donc, c'est assez difficile pour Adrian Heath parce qu'il bâtit son effectif et à chaque saison, il y a des joueurs qui manquent, des joueurs clés. Donc, ça va être très décevant pour lui. Mais c'est là qu'il doit prouver qu'il y a une profondeur devant. Et c'est peut-être ça forcément que ça ne marche pas très bien malheureusement. Mais comme tu l'as dit, il y a des arrivées qui s'en viennent. Donc, ça risque d'être intéressant. Sinon, du côté du Real Salt Lake, David Ochoa, c'est sa première saison à MLS. Le poste de numéro 1 n'était pas complètement acquis, mais là, je pense que tu sais, quand on part et que ton remplaçant fait une bourde comme ça, je pense Mhm. qu'il devient le numéro 1 Ouais, malgré automatiquement. lui. C'est ça, automatiquement. Donc, pour toi, c'est quoi les tops et les flops de ce match? Le flop revient à Chase Caspar parce qu'il a commis beaucoup d'erreurs au niveau de son placement. Défensivement, ça a été un peu plus compliqué. Tu voyais que Meram attaquait beaucoup sur son côté et que l'accent était beaucoup plus mis sur le côté de Chase Caspar. Mais je pense qu'il était un petit peu blessé, mais n'empêche que Gaspar n'a pas connu la plus grande performance de sa carrière. Ça a été vraiment compliqué. Au niveau défensif, ça a été compliqué parce que, comme j'ai mentionné, son placement n'était pas parfait. Il se faisait beaucoup contre-attaquer. L'accent était vraiment mis sur Gaspard, justement, parce que c'était comme l'élément faible. Mais n'empêche qu'avec Dibassi qui est revenu, ça a amené un peu plus de stabilité, mais n'empêche que Gaspard est, selon moi, le plus faible de Minnesota. Parfait. Ben, moi, c'est sûr que quand j'ai vu la performance de Zach McMath, qui était quand même serein dans les zones aériennes, mais honnêtement, il aurait fait un bon match sans cette bourde, mais si tu fais des erreurs pareilles, c'est dur de te mettre ailleurs que dans le flop. Donc, j'ai peut-être été un peu sévère, mais c'est ça, Zach McMath dans le flop. Et moi, pour ma part, dans le top, ça peut en surprendre plus d'un. Mais vraiment, les 20 minutes que Justin Meram a fait, il a manqué de chance. Ça aurait pu
ça aurait très bien pu être 2-1, 3-1 grâce à lui. Donc, vraiment, j'ai vraiment aimé qu'est-ce que Justin Merriam a apporté. Surtout considérant son passé, il y a eu des temps quand même difficiles à son retour au crew. Quand il est allé à Atlanta, il n'était peut-être pas dans les meilleures conditions. Et là, on voit qu'avec le Real Salt Lake, il devient vraiment un élément important et ça devient un peu un super sub. Donc, je suis très content pour Justin Merriam qui a finalement retrouvé une équipe avec qui il est à l'aise. Donc, c'est pour ça que je le mets dans mon top. Ça fait du bien aussi de le voir, Meram, parce que quand même c'est un vétéran de la Ligue et on connaît ses qualités. Pour ceux et celles qui suivent vraiment la MLS, c'est quelqu'un qui est capable de déborder les défenses, qui est très vertical dans son jeu, qui est capable aussi de déséquilibrer les défenses en un contre un. On l'a vu durant la rencontre face à Chase Casper, justement. Et même, il a même failli déjouer au moins 3 joueurs pour inscrire un autre but du côté de RSL. Mais dans l'ensemble, moi, mon top de cette rencontre, ça a été Aaron Herrera, défenseur latéral droit. En fait, j'ai vraiment aimé ce qu'il amenait, tant offensivement et défensivement. C'est quand même lui qui a justement alimenté le but de Krelak. N'empêche qu'à la base, c'était Pablo Ruiz qui débutait l'action et c'est Herrera qui finit par passer le ballon à Krelak qui enfile un superbe but. C'est quand même un geste compliqué. En une seule touche, faire une sorte de demi-volée. Mais j'ai vraiment aimé l'apport de Herrera. C'est un très bon défenseur qui est quand même assez jeune aussi, qui a beaucoup de potentiel, il n'a pas fait l'équipe américaine, mais n'empêche qu'il a beaucoup de potentiel, comme je l'ai dit. Et je crois que pour la suite des choses, ça va faire du bien pour le RSL parce que si tu regardes dans l'ensemble, pas dans l'ensemble du match, mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés, surtout au niveau, au niveau gestionnaire avec un propriétaire qui est plus ou moins présent, qui a connu quand même des frasques assez majeures, si on veut. Et juste ça, ça fait du bien au moral de cette équipe-là. Et je crois que le best, comme on dit, the best is yet to come, comme on dit, mais le Ouais. meilleur est à venir. Donc, moi, je suis vraiment content pour cette équipe-là. Oui, exact. Et moi, qu'est-ce qui me fait bien rire, c'est sur le 11 partant du Real Salt Lake. Tout ce qui est milieu et défense, c'est pratiquement que des joueurs qui viennent du Real Monarchs en USL Championship Mhm. dans les dernières années. Je parle là, pas, pas que la semaine dernière, ils jouaient avec les Real Monarchs et désormais avec le Real Salt Lake, mais un Brody, ça vient du Real Monarchs. Justin Mhm. Glad jouait avec eux, Herrera aussi, mais surtout Pablo Ruiz et Nick Bessler, le frère de Matt. C'est des Mhm. joueurs qui ont joué longtemps avec le Real Monarchs, donc j'étais très, très content de les voir sur le terrain. Sinon, pour ma part, la phase du match, euh, c'est une citation que j'imagine de Freddy Juarez, l'entraîneur du Real Salt Lake, c'est Ochoa, reviens-nous. Ouais, non, vraiment, parce que tu voyais que McMath, c'était pas très serein, c'était pas, ça augurait pas vraiment de confiance du côté des coéquipiers de McMath, justement, parce que ce genre d'erreur-là, ça devrait pas se produire. Mais moi, pour ma part, ma phrase que j'ai retenue, en fait, c'est Trust the process pour Minnesota. Parce que, encore une fois, ça va prendre du temps, mais énormément de temps. Et parce que la pression commence à se faire sentir davantage pour Adrian Heath parce que c'est sa troisième saison, je crois, sur le banc de Minnesota. Et si tu regardes dans l'ensemble dans sa carrière, avec Orlando, ça a été une première saison plutôt concluante, avec beaucoup de potentiel. Deuxième saison, ça a été un peu plus correct. Troisième saison, là, c'est là que la goutte a débordé et que Adrian Heath a commencé à perdre un peu la tête, si on veut, parce que les performances ne suivaient pas. Et je pense que ça se reproduit également du côté de Minnesota, comme quoi la première saison, c'était pas parfait, mais il y a du potentiel. Deuxième saison, c'était magnifique, surtout la fin de saison. Et cette saison-ci, je crois que c'est un peu plus compliqué. Mais écoute, on verra par la suite, pour la suite des choses. Mais si les joueurs sont tous rétablis de blessures et que Adrian Heath commence à engranger des points parce que ça va faire du bien à la morale. Je crois que l'équipe va pouvoir revenir. Peut-être pas faire les. Ben, j'espère qu'ils vont faire des séries, mais ça va être vraiment borderline, en fait, parce que perdre 4 matchs d'affilée avec pas de points, ils ont quand même gagné un match ou deux, je crois. Ça, c'est un peu plus compliqué de revenir en séries éliminatoires. Ouais, c'est ça. Et surtout, il va falloir qu'ils se réveillent assez rapidement, malgré des absences très importantes comme Reynoso et Opara. Car c'est ça, l'écart là, va se creuser actuellement. Là, c'est rien d'inquiétant. Ils sont à 2 points des séries éliminatoires.
Mais si ça continue comme ça, l'écart va se creuser de plus en plus. Donc, c'est pour ça que Minnesota doit faire attention. Et du côté du Real Salt Lake, un peu la même situation. Le même nombre de points que Minnesota, mais un match en moins. Donc, un peu moins de pression du côté du Real Salt Lake, surtout que je pense que personne ne s'attend à les voir dans les séries éliminatoires. Ils sont comme dans une sorte de transition du côté tant sportif qu'administratif. Donc, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de pression sur le Real Salt Lake. Je pense qu'ils font juste faire du mieux qu'ils peuvent et tout le monde va être satisfait. Totalement. Puis je pense que ce serait une victoire de les voir en séries éliminatoires parce que, comme tu l'as mentionné, au niveau de l'administration, c'est un peu plus compliqué. Donc, les voir en séries éliminatoires, ce serait comme une sorte de victoire en soi, non seulement pour les joueurs, mais également pour l'administration parce que, comme je l'ai dit, c'est compliqué, mais vraiment compliqué. Donc, ce serait une victoire pour eux. Exactement. Donc, je pense que c'est ça qui met fin au podcast. Est-ce que tu as un dernier mot, Richard? Non, à part, merci beaucoup de l'invitation, Tony. J'ai vraiment aimé mon expérience et franchement, allez suivre la page de Culture Soccer parce que vraiment, ceux qui sont derrière la page font un travail incroyable et franchement, c'est des très bons articles et des très bons podcasts à venir. Donc, voilà, tout simplement. Ben, merci, Richard. C'est sûr qu'on va te réinviter dans le futur. Ah, j'espère bien. Merci à toi d'être venu et Merci beaucoup. merci à nos auditeurs, à nos auditrices de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Donc, on vous souhaite une bonne semaine, une petite pause de MLS et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, au revoir tout le monde.